Bonjour, je m'appelle Nestor Ponce, je suis professeur à l'université Rennes 2 et j'enseigne la littérature et la civilisation de l'Amérique hispanique. Et le titre de ma thèse est La ville et le mythe chez Fuentes, Marechal et Onetti. Et je l'ai présenté en 1986 à l'université de Paris 3 et mon directeur était Claude Fell. Cette thèse, est-ce qu'elle est l'aboutissement d'un parcours traditionnel avec une licence, une maîtrise et un DEA, ou est-ce que tu as eu un parcours plus singulier? Oui, mon parcours est singulier du fait de ma trajectoire intellectuelle et politique. Donc, je suis arrivé en France en 1979 en tant qu'exilé politique et j'avais commencé mes études de littérature en Argentine à l'Université de La Plata, donc en 1974, et j'ai dû abandonner en raison de la situation politique et j'avais obtenu l'équivalent d'un niveau licence. Donc, du fait, quand je suis arrivé en France, je voulais reprendre mes études tout de suite. Je l'ai fait à partir de 79 et j'ai demandé une équivalence. Alors, je n'ai obtenu que presque en entier la première année. Donc, j'ai dû refaire tout mon parcours donc par la suite ici en France. Donc, j'ai fait licence, maîtrise et doctorat à Paris 3 et puis j'ai fait aussi un diplôme à l'Institut des études de l'Amérique latine, donc qui est l'équivalent d'un 2A en fait, avec un mémoire qui avait une centaine de pages, 120 pages. Et là, j'ai travaillé sur l'un des auteurs de mon corpus, qui était Juan Carlos Onetti. Alors justement, quel a été le déclencheur pour le choix de ton sujet de thèse? Qu'est-ce qui t'a mené vers cette étude comparée et précisément depuis cette optique-là? Oui, et en fait, lorsque j'ai fini mon master actuel, donc les mémoires de maîtrise à l'époque, j'avais travaillé sur un auteur de l'Argentine, Osvaldo Soriano, qui était un ami personnel. Il était à l'époque exilé donc à Paris, et mon idée du départ était de faire une thèse sur son œuvre. Mais à l'époque, il était donc un très jeune auteur, et mon directeur de thèse, Claude Fell, m'a conseillé de trouver des auteurs plus actuels. Alors ça m'a permis de revenir un petit peu sur ma formation en Argentine, où les études des lettres sont en quelque sorte de la littérature comparée. Donc, moi, j'étais passionné par les booms de la littérature de l'Amérique latine et j'ai choisi donc un auteur qui fait partie, il est dans les centres du boom, qui est Carlos Fuentes, et ensuite un auteur qui était un peu plus âgé, Juan Carlos Onetti, et puis un autre auteur de l'Argentine que j'ai trouvé en quelque sorte comme un antécédent, qui était l'Argentin Leopoldo Marechal, donc qui avait écrit un roman dans les années, fin des années 40. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as voulu démontrer dans ce travail? En quelque sorte, quelle est la thèse de ta thèse? Oui, ça part, disons, de très loin. Et quand j'étais enfant, presque, j'avais 10, 12 ans, je me suis passionné de littérature, dont je lisais beaucoup, et j'étais fasciné par la création de mondes imaginaires à partir de la fiction, et des mondes imaginaires qui étaient tout à fait crédibles. Alors que les outils d'un auteur, c'est une feuille, c'est une feuille blanche en fait, un crayon ou une machine à écrire. Et moi, j'étais fasciné par tous ces processus de construction d'un récit imaginaire. Et la ville en faisait partie. Et à partir des années, je dirais, début des années 80, je me suis intéressé à la fiction et les romans urbains. Et j'ai commencé à faire des recherches qui étaient personnelles, qui étaient liées aussi en quelque sorte à mon mémoire de maîtrise, et le sujet de la ville est apparu tout de suite. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément concerne le mythe. Dans ma maîtrise, j'avais travaillé sur les mythes dans l'œuvre de Soriano, qui étaient des mythes contemporains. Et il était fort intéressant de faire une étude comparative entre le mythe de certains pays de l'Amérique hispanique qui ont une tradition indigène qui est très forte, comme le Mexique, et puis d'autres pays qui se trouvent à l'extrême sud, comme l'Argentine et l'Uruguay, où la conception de la mythologie est tout à fait différente.
Donc, pour le cas de Maréchal, il y a une forte influence de la littérature classique, de la littérature grecque et aussi de la mythologie urbaine, car l'Argentine est pionnière dans les récits de fiction qui concernent la ville dans le monde de la culture espagnole en général. Et pour l'Uruguay, il y avait une mythologie personnelle qui était plus proche du travail qu'avait entrepris Soriano, donc une mythologie qui concernait l'adolescence, l'enfance, les relations avec la ville et les femmes, hein, les personnages féminins. Donc disons que j'avais en quelque sorte une quantité d'informations qui pouvait me permettre d'aborder une étude comparative qui pouvait s'avérer intéressante. D'accord. Alors du coup, il s'agissait de faire une espèce de cartographie de ces mythologies américaines et en Amérique à partir de cette catégorie que tu fais entre mythologie mexicaine, mythologie urbaine, mythologie personnelle. Et alors, qu'est-ce qui en a émergé? Est-ce que tu découvres une américanité à travers, parce que pour les auteurs que tu as pris, le moment du boom, on en est à s'interroger sur est-ce que la littérature, elle est en mesure de dire l'américanité? Et donc, à travers ce sujet-là, est-ce que c'est ce que tu as découvert ou est-ce que, en fait, il n'y a pas véritablement de littérature qui dirait l'identité latino-américaine, mais tout simplement l'identité de l'auteur? Oui, c'est-à-dire que ce qui était intéressant dans mon travail, c'était une étude comparatiste du point de vue littéraire, donc, parce que je m'intéresse beaucoup à la narratologie, à la construction des récits, mais en même temps, j'étais bien obligé de faire appel à toute une batterie de connaissances sur l'histoire, sur la mythologie et à la théorie des mythes. Donc, c'est un sujet qui me permettait d'aborder plusieurs points de vue en même temps. Donc, pour tout ce qui est l'identité, j'avais déjà une idée en tête que j'ai développée dans mon mémoire de maîtrise sur Soriano. Donc, je voyais qu'il y avait déjà un attachement très fort dans les sociétés qui n'avaient pas connu des civilisations précolombiennes à la mythologie de la construction des villes, hein, à la société urbaine. Ce qui explique en quelque sorte qu'il y ait déjà, dans les années 30, une littérature urbaine qui naît en Argentine et en Uruguay, presque en même temps, avec Roberto Alt et Juan Carlos Sonetti. Mais alors, il fallait aller beaucoup plus loin pour trouver des traces d'un roman urbain dans la littérature du Mexique ou du Pérou, par exemple. Il faut aller aux années 50. Donc, cette étude comparatiste m'a permis de creuser un petit peu les différences qui peuvent exister entre des pays qui ont une culture commune, hein, à commencer par une communauté linguistique. Il y a aussi une communauté historique. Mais il fallait aller chercher des traces qui étaient beaucoup plus loin. Donc, pour ce qui est du Mexique, cela m'a amené aux civilisations précolombiennes. Donc, c'était des recherches qui étaient passionnantes et les mots passion est capital pour tout chercheur parce que c'est les moteurs en fait qui nous nourrit et qui nous mènent à aller de l'avant. Bien sûr. Et mis à part le rôle joué par ton directeur de thèse, on l'a vu là, en l'occurrence pour le choix du sujet, il a été capital. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont joué un rôle dans ce parcours qui t'a mené vers l'achèvement d'une thèse? Oui, bon, tout d'abord, j'avais gardé des contacts en Argentine. Donc, j'avais des amis qui sont restés en Argentine et qui ont poursuivi leurs études. Donc, je pense en particulier à José Luis de Diego, hein, donc, qui est encore enseignant, qui est professeur à l'Université de La Plata, qui est l'ancien doyen de la faculté des humanités dans la même ville, donc à La Plata. Et j'ai gardé avec lui un contact permanent. Donc, c'était des échanges concernant la littérature de l'Amérique latine et un peu coder la situation politique aussi de l'Argentine. Et là, ce serait une première, je ne dirais pas influence, mais un premier contact qui était important pour moi.
Ensuite, il y a des amis écrivains et chercheurs que j'ai rencontrés à Paris. Donc, pour les écrivains, je pense à mon ami Osvaldo Soriano. Donc, on est devenus vraiment très proches. C'était la première fois qu'on faisait un travail sur lui. Il était tout à fait fasciné. Il n'était pas du tout théoricien, mais il était un journaliste exceptionnel. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges avec lui. Sa façon de travailler, les procédés littéraires, les rapports entre l'écriture journalistique et l'écriture des fictions. Ensuite, et puis je l'ai accompagné dans la construction de ces romans qui ont suivi. Donc, on s'est téléphoné tous les jours, on était vraiment très proches. Et puis, j'avais un autre ami qui était un exilé du Paraguay, Rubén Barreiro Saguier, qui était professeur à l'Université de Paris 8 et qui était aussi chercheur au CNRS. Et là aussi, j'ai tissé des liens d'amitié qui étaient extrêmement forts. Et là, on partageait cette passion commune pour la littérature. Lui, il était écrivain, lui aussi, il était poète et il était nouvelliste. Donc, l'un de ses recueils, par ailleurs, a fait partie du programme de l'agrégation d'espagnol il y a fort longtemps. Donc, et avec lui, j'ai beaucoup échangé, surtout parce qu'il y avait une tradition indigène dans la littérature du Paraguay, donc la littérature orale des Guaranis, qui avait une influence très marquée sur sa production. Donc cela m'a rapproché en quelque sorte de mon sujet de recherche concernant le Mexique. Alors moi qui suis une passionnée du roman noir, que ce soit états-unien ou latino-américain comme toi, j'aime beaucoup Soriano. Et donc je suis vraiment curieuse que tu nous en dises plus sur cette collaboration de travail entre l'écrivain, le lecteur et le lecteur critique que tu étais. Comment ça fonctionnait? Si tu peux, ça peut partir d'anecdotes. Dis-nous en plus. Oui, oui. Bah, tout d'abord, quand on est jeune, on est un petit peu fasciné par les mythes de l'auteur, les mythes de l'écrivain. Donc, il y a eu tout d'abord la découverte d'un personnage qui était vraiment quelqu'un de très, très solidaire, hein, comme on dit, muy sencillo. Et cela m'a permis en quelque sorte de déconstruire les mythes de l'écrivain, hein, qui était monté sur une montagne qui était inaccessible. Alors lui, c'était quelqu'un de très proche et il avait des passions que je partageais. On aimait, comme beaucoup d'Argentins, le football. Donc lui, il était supporter de San Lorenzo de Almagro, donc qui est l'équipe de football du pape, hein, de l'actuel pape. Et il avait accroché devant son ordinateur où il travaillait les nuits, et il avait accroché un maillot dédicacé d'un ancien joueur de l'équipe qui était Coco Rossi, donc que j'ai vu jouer quand j'étais tout petit. Donc, et il avait de l'autre côté une autre affiche d'un sportif qui était Cassius Clay. Et un jour, il m'a dit j'aime beaucoup les sports, mais c'est terriblement difficile pour moi de pouvoir créer quelque chose à partir du sport, de faire une fiction. Donc, je peux parler en tant que journaliste, mais j'ai du mal. Et finalement, il a réussi à faire quelque chose, mais il a nourri toujours un projet qu'il a gardé lorsqu'il est parti en Argentine. On s'est rencontrés en Argentine, il est venu en France aussi, on s'est revus. Et il voulait faire un roman sur Cassius Clay. Donc, et il m'a dit, bah, écoute, si je n'arrive pas à le faire, je te laisse le sujet. Donc, je ne l'ai pas fait encore, je ne sais pas si je le ferai, mais c'est un magnifique défi de sa part. Il m'a lancé un défi magnifique. Et tu as parlé tout à l'heure de mythe de l'auteur, de la personne de l'auteur que se fabrique le jeune lecteur que nous sommes tous un jour. Est-ce que tu peux nous dire justement qui étaient les auteurs qui formaient ton panthéon quand tu étais un adolescent? C'est qui tes Oui, vraiment tes maîtres absolus? oui, oui. Lorsque j'ai commencé ma lecture, j'avais 10, 12 ans, et même moins, j'avais 8 ans quand j'ai commencé. C'était des cadeaux d'anniversaire. Hein. Quand on ne savait pas quoi offrir comme cadeau d'anniversaire, il y avait toujours un bouquin qui arrivait sur la table.
Donc, et j'ai commencé par des romans d'aventure. Donc, il y avait un romancier américain qui s'appelait Roy Rockwood, qui avait fait une sorte d'imitation de Tarzan. Et après, il y avait un romancier qui est très connu dans les milieux hispaniques, y compris l'Espagne, pour la littérature de jeunes, qui est Emilio Salgari, et qui est un écrivain du 19e siècle. Oui. Et je me souviens que l'un des jours les plus tristes de ma vie, c'était quand j'avais dans les 12 ans, et j'ai appris par un journal, et par l'article d'un journal, qu'Emilio Salgari était mort. En fait, c'était un écrivain du 19e siècle. Et je ne sais pas pourquoi, dans notre imaginaire, dans mon imaginaire, j'avais pensé qu'il était toujours en vie. Et ensuite, j'ai enchaîné avec des adaptations des romans classiques ou des textes classiques. J'ai lu, j'avais 12-13 ans, l'Iliade, j'ai lu Homère, j'ai lu Jules Verne beaucoup. J'avais toute une collection de Jules Verne. Et après, j'ai enchaîné à partir de 14 ans avec la science-fiction. J'aimais beaucoup un auteur américain, Ray Bradbury. Et puis, j'ai eu, à partir de l'école primaire, donc quand j'avais 11 ans, j'avais des instituteurs qui nous poussaient beaucoup à la lecture et on faisait un travail qui était tout à fait remarquable. Donc, on lisait, j'ai dû lire lors de ma dernière année d'école primaire, donc quand j'avais 12 ans, j'ai dû lire une vingtaine de livres et ils nous faisaient beaucoup travailler sur les textes. Il fallait faire des résumés et garder le style de l'auteur. Donc, et là, vraiment, on a brassé toute la littérature espagnole. Je me souviens des Cervantes, des comédies de Lope de Vega, Tirso de Molina. Et on a encore relu Homère, on a lu Esquil, on avait lu des auteurs de l'Argentine aussi, Benito Lynch, bien entendu les grands classiques, Martin Fierro. Et donc, il fallait toujours faire un petit travail après des résumés. Et l'instituteur, il avait pris l'habitude de lire ces résumés à la fin des cours. Donc, on rendait un devoir et puis à la fin du cours, il lisait les textes qui lui semblaient les plus significatifs. Alors, il se trouve que les miens, ils étaient toujours lus. Mais il avait la discrétion de ne jamais dire qui était l'auteur. Donc, mes camarades de classe s'est retournés pour savoir qui est l'auteur, parce que l'instituteur a dit encore la même personne. Et j'ai jamais dit par timidité que c'était moi qui faisais ces résumés qui méritaient tant d'éloges de sa part. Et puis, quand j'ai commencé les études dans le Colegio Nacional, donc à La Plata, toujours, qui est une école secondaire qui était vraiment exceptionnelle, elle continue de l'être. Et là, on avait aussi un première, deuxième, troisième année des professeurs de littérature qui nous encourageaient beaucoup à la lecture, qui nous faisaient travailler beaucoup. Et moi, j'étais tout à fait passionné. Et c'est là qui m'a conduit par la suite à faire des études des lettres. J'hésitais un petit peu entre la littérature et la psychologie, mais finalement, je me suis penché par la littérature et j'en suis très content de ce choix. Bon, donc quand on te parle de tes idoles de la littérature universelle, c'est intéressant, tu cites tes lectures, toutes premières lectures, et tu gardes des auteurs classiques. Oui. Je m'attendais à ce que tu dises Borges, Cortázar, tu n'as pas prononcé leur nom. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rapport avec ces deux monstres de la littérature argentine ? Oui, ça a commencé plus tard. Je les avais lus tous les deux avant d'entrer à l'université, mais c'est à partir de 1974 donc que j'ai commencé une lecture passionnée. Vraiment, j'étais passionné par le boom de la littérature de l'Amérique latine. Et là, j'ai découvert vraiment tous les auteurs. Je lisais environ... je ne sais pas comment je faisais, parce que j'avais une vie à côté. Je n'étais pas un martien, mais je lisais un ou deux livres par jour à l'époque. Et même quand j'étais à l'école primaire aussi et dans le secondaire. Et donc, et là, j'ai découvert ces auteurs, dont Borges et Cortázar. Je me suis beaucoup intéressé aussi à l'écriture des nouvelles.
Et je commençais à écrire aussi à l'époque. Enfin, à l'époque, j'ai commencé plus tôt, parce qu'il y a toujours un rapport entre les études, ma recherche universitaire, ma passion pour la littérature et l'écriture. Donc, l'écriture, j'ai commencé à 12 ans. Et c'est là où la fascination a pris, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était difficile. Et quand je me suis lancé à écrire, je me suis dit, bon, ça y est, je vais faire aussi la même chose. Je vais construire ces mondes imaginaires. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait plein d'écueils pour y parvenir. Et j'ai détruisé tout ce que je faisais. Je n'ai rien gardé de cette période, tellement j'étais mécontent. Et puis, à partir de l'âge de 17 ans, j'ai commencé à remporter des prix littéraires, des nouvelles. J'ai fait un roman court aussi. Et quand j'ai entré à l'université, c'était pareil. Donc, j'ai dû gagner 6 ou 7 prix littéraires au niveau régional et national. Donc, la littérature m'avait vraiment pris. Et là, il y a toujours, bien entendu, une influence de ces auteurs. Et là, peut-être celui que j'aimais le plus, c'était Garcia Marquez. J'étais vraiment très, très intéressé par son écriture, la construction qu'il avait des récits. Et puis, c'était la découverte d'un autre imaginaire qui était très différent de celui du Rio de la Plata. Et en même temps, il faut dire aussi que, comme je disais au départ, les études de littérature donc, en Argentine sont proches de celles de la littérature comparée en France. Donc, j'ai lisé des auteurs d'autres pays. Et j'avais une fascination particulière par la littérature italienne. Donc, j'ai un auteur, je le garde toujours dans mon cœur, qui est Cesare Pavese. Donc, et j'ai lu tous les néoréalismes italiens, j'ai vu tous les films, parce qu'à côté de celle-là, il y avait aussi la découverte du cinéma. Et surtout quand j'étais dans la dernière année de l'école secondaire, donc en 73, et pendant mon parcours universitaire. Et je me suis intéressé aussi à la littérature anglaise, et surtout les classiques. J'ai lu beaucoup de théâtre, Shakespeare, j'ai lu aussi Ibsen. Et on avait un cours de théâtre qui nous a fait découvrir dans toute la dramaturgie, parce que c'était vraiment très diachronique. C'était pas par sujet, c'était l'histoire vraiment du théâtre. Donc, on abordait toutes les périodes. Et on a travaillé, par exemple, sur les adaptations de Don Juan. Donc, c'était des cours vraiment passionnants. Et sur la littérature allemande aussi, bien entendu, on a lu Goethe, Schnitzler. On a lu des auteurs plus récents à partir d'anthologies. J'ai découvert, et là, je n'avais pas de souvenir, lorsque je suis allé en Argentine, lorsque la dictature militaire a chuté, j'ai pu revoir ma chambre où il y avait tous mes bouquins, et j'ai vu à mon étonnement que j'avais lu certains auteurs français du nouveau roman. Donc, j'ai découvert Nathalie Sarraute, Rob Grillet, je n'avais pas de souvenir, donc certainement ils ne m'ont pas marqué à l'époque, mais je les avais déjà lus. Et il y avait un auteur que j'avais en horreur, qui était Saint-Exupéry. Et je me souviens, une soirée avec des amis, la veille de l'examen, on s'est réunis pour tout revoir désespérément. Donc, on arrivait sans avoir dormi. Et puis, à la fin, c'était Saint-Exupéry. Et tout le monde s'est dit, mon Dieu, je ne vais pas tomber sur Saint-Exupéry demain, parce que c'était tellement compliqué. Alors, le lendemain, j'arrive dans la salle d'examen et je tombe sur Saint-Exupéry. Je suis une bonne note, par contre. Mais c'est des bons souvenirs. Je ne peux pas, en entendant le nom García Márquez, je ne peux pas m'empêcher de te ramener un tout petit peu en arrière dans ce que tu as dit pour te demander quel est ton roman ou ta nouvelle préférée et pourquoi. Et je dirais que ça marchait par période. Je n'ai pas un auteur ou une nouvelle qui soit préférée. Et un roman qui a eu un impact très fort sur moi, c'est Cien años de soledad.
Donc, c'est quelque chose qui était pour moi bouleversant. J'ai énormément aimé un roman de Carlo Fuentes, Terra Nostra. Et à partir d'une phrase que j'avais lue de Carlo Fuentes, j'ai lu tous les ans, j'ai relis tous les ans Le Quichotte. C'est une idée de Carlo Fuentes. Il s'est dit il dit ça dans un entretien. Tous les ans, je m'enferme, je m'isole complètement, je me mets à relire Le Quichotte. Et je découvre toujours quelque chose de nouveau et je dirais que c'est vrai. J'ai beaucoup relu Borges aussi. Et puis, d'autres auteurs, comme je m'intéresse aux romans policiers, dont j'ai une bibliothèque qui est nourrie des auteurs du monde entier, des Américains, des Français, de Russes, Allemands, Italiens, donc Islandais. L'écriture russe, je suis en train de relire les classiques russes en ce moment. Et j'ai pris des cours de russe pour lutter contre le confinement, dont j'ai commencé les études de la langue russe, qui est très dur. Donc après cet entretien, il faut que je fasse mes devoirs parce que la prof est très sévère. Bon, alors, du coup, je te ramène à la thèse. Et j'imagine que comme tout doctorant, tu as rencontré des difficultés en chemin. Et quelles étaient ces difficultés et éventuellement, quelles solutions est-ce que tu as trouvées pour pouvoir les surmonter? Oui, et tout d'abord, c'était les contextes. Et quand je me suis inscrit en thèse en 83, je me suis dit que je voulais finir la thèse assez rapidement, sans les bâcler, bien entendu, sans la bâcler, car j'avais en tête de rentrer en Argentine. Je voulais rentrer dans mon pays et puis travailler dans le journalisme ou dans l'enseignement en Argentine. Donc, je me suis fixé comme délai 3 ans, donc les délais minimum à l'époque. Et donc, la première chose que j'ai faite, j'ai fait un calendrier que j'ai respecté vraiment d'une manière très rigoureuse. Donc, j'avais fait un plan qui était très, très analytique, dont je savais toutes les parties que j'allais rédiger. Et je m'étais fixé un délai pour la rédaction. Et je dirais que j'étais très satisfait parce qu'à un moment donné, on se prend au jeu et j'allais plus vite que les calendriers. Donc, j'avais parfois 1 mois, 2 mois d'avance. Et ensuite, il y avait une phrase qui m'avait frappé et j'ai fait un panneau, et je l'ai écrit à la main et je l'ai colorié et je l'ai mis devant mon ordinateur. C'était Cuanto más imposible, mejor, cuanto más difícil, más bello. Donc, c'était parce que quand on commence à rédiger une thèse, on dirait qu'on est tout petit face à une montagne. Et donc, pour pouvoir grimper petit à petit, il faut vraiment s'accrocher. Je n'ai pas eu des moments de doute. J'étais sûr de mon sujet, mais en revanche, et ça c'est tout à fait logique, les plans doivent évoluer en fonction des recherches, des lectures et de la rédaction elle-même. Donc, il faut réacconditionner en permanence ces plans qui étaient fixés au préalable. Ce que je conseille toujours à mes étudiants, de faire un plan qui est très détaillé, je dirais presque à la page près, et de les respecter. Mais tout en sachant que ces plans peuvent évoluer, changer, et qu'il y a des parties qui s'intègrent au départ au début de la thèse et qui en fait font partie d'une manière tout à fait logique du milieu de la thèse. Donc, et, donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire cette thèse dans un délai qui était court mais raisonnable, convenable. Donc j'avais obtenu une bourse à l'époque et j'avais un emploi donc à mi-temps qui me permettait d'y faire face à toutes les obligations donc, pour vivre et pour survivre et aussi pour pouvoir mener à bien mon travail.
Donc, pas de difficulté particulière à la rédaction grâce à cette organisation militaire à la fois de ton plan et de ton calendrier, en somme. Non, j'ai pas eu des grosses difficultés. J'aime pas les militaires, donc je dirais c'était Oui, bon. un plan militaire, mais avec douceur. Et donc, non, non, d'autant que je m'en souviens, non, j'ai pas eu de grosses difficultés. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des périodes des doutes. On s'est dit à un moment donné, là j'ai fait fausse route, je me trompe, cette page-là sont inutiles, elles sont erronées. Et puis en fait, il faut toujours retravailler les textes. Moi, quelque chose que je m'étais imposé comme principe, et je les pratique aussi pour ma littérature, pour mes fictions ou pour ma poésie, c'est lorsque je m'arrête sur une page, je sais parfaitement la suite, je connais la suite. Donc je n'arrive pas les lendemains en me disant, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Comment je continue? Je sais exactement où j'y vais après. Ça, c'est une Ça, c'est une leçon, chose. ça, c'est une leçon que Oui, García Márquez donne. Il l'a raconté dans plusieurs entretiens, en particulier avec Apuleyo Plinio Mendoza, où il dit: je n'arrête jamais d'écrire sans savoir exactement comment je vais enchaîner le lendemain. oui, oui. Moi, je pense que probablement j'ai dû le lire, hein, parce que j'ai lu ces livres et les entretiens avec Plinio Mendoza, donc c'est peut-être pas une idée à moi. Mais l'important, c'est d'assumer cette idée et qu'elle fasse Tout à fait. partie de ta pratique finalement. Et donc, et là, je m'oblige à ce type de choses. C'est une discipline. C'est une discipline. Et puis, la deuxième chose que j'ai fait tous les matins, lorsque je me mets au travail, c'est je relis les pages que j'ai rédigées la veille. Donc, j'appelle ça peinar el texto, parce qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas pures. Et donc, il faut nettoyer les textes. Il faut voir les idées. Et toujours, et donc, lorsque j'ai fait cela, j'ai écrit, j'imprime les feuilles, toujours. Donc, j'écris à côté. Donc, j'écris à côté, je marque à côté, ça me permet de revenir avec plus de fluidité. Bon, maintenant, ça a changé un petit peu avec les ordinateurs. On peut mettre des commentaires à côté, mais lorsque j'ai rédigé ma thèse, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, les copier-coller, c'était avec du blanco. Il fallait découper une page et retaper les textes, l'effacer avec du blanco pour qu'on ne voit pas la trace. Donc, c'était un travail d'artisan aussi. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, il fallait passer beaucoup, beaucoup de temps dans des bibliothèques. Et il fallait être à l'affût de la publication d'autres articles. Et pour cela, il y avait les amis, il y avait les téléphones. Donc, on était beaucoup plus en contact. Donc, il y avait donc la thèse, on est isolé quand on le fait, mais ce n'est pas un travail pour autant solitaire. Donc il faut être en contact avec d'autres étudiants, d'autres futurs collègues, d'autres amis, et pouvoir échanger d'une manière permanente, d'une manière permanente. Alors, au terme de ces 3 ans d'organisation sportive, tu vois, j'enlève militaire, arrive la soutenance. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Oui, ils étaient trois en tout. Donc, mon directeur de thèse, Claude Fell, il y avait un grand argentiniste, Paul Verdevoix, et puis il y avait un écrivain du Paraguay, que j'ai cité tout à l'heure, qui connaissait très bien la mythologie et l'écriture, qui était Rubén Barreiro Saguer. Quel souvenir conserves-tu de ce jour particulier? Et les souvenirs, c'est d'abord une peur panique, hein, au départ. Et donc, je n'avais pas invité beaucoup de monde, hein, parce que ça me faisait vraiment peur. Et ces jours-là, je devais travailler aussi. Donc, il fallait que je passe ma soutenance. Et j'étais à l'époque, j'ai travaillé comme journaliste dans une agence de presse, euh, Interpresse Service, IPS. Et là, ce jour-là, il fallait que je rende un article que j'avais commencé la veille. Et c'était un article qui était plus long. Ce n'était pas une dépêche de la journée, je me souviens de ça. C'était une dépêche sur le Front National.
Donc, j'avais commencé à préparer la veille, mais qu'il fallait que j'évacue le soir parce qu'il y avait un décalage horaire et il fallait que ça arrive en Amérique latine pour que ce soit publié dans les journaux du lendemain. Donc, il fallait que je les finisse assez rapidement pour que ce soit vu, corrigé éventuellement et coupé éventuellement. Ça dépend de la place des quotidiens en Amérique latine. Et donc, j'avais cela en tête. Mais après, ça a été un moment de plaisir. Donc, je dirais, une fois passé, et quand on commence, donc on a peur et après on se lâche et on rentre dans le sujet, dans les vifs du sujet. Et c'est la passion qui nous nourrit à ce moment-là. Et puis, il y a les questions, les échanges que j'ai pris, j'étais prévenu déjà, j'ai pris tout cela d'une manière très, très positive, parce qu'il y a toujours des critiques, des commentaires, on nous demande de développer d'autres parties ou des zones qui sont un peu obscures dans notre travail. Et j'ai trouvé cela vraiment passionnant. Ça a duré une éternité, je crois que ça a duré dans les 3 heures, et on était trois. Enfin, il y avait 3 jurys, 3 heures, 3 heures et demie. Je dirais, pour moi, c'était bon. Lorsque j'ai regardé l'heure, on s'est dit, c'est pas possible, on a passé 3 heures et demie là. Et c'était vraiment un souvenir qui est extrêmement agréable, un aboutissement, donc, parce qu'après mon travail à l'agence de presse, j'ai pu téléphoner en Argentine, parce que je n'avais pas eu le temps avant pour raconter l'expérience à mes parents et à mes amis. Donc, je garde un souvenir très agréable. Il faisait très beau ce jour-là, il y avait un très beau soleil qui pénétrait par les fenêtres des Paris 4, de l'Université de Paris 4. Et pour la HDR, alors la soutenance, tu en gardes un souvenir similaire ou tu étais dans un autre état d'esprit? Et je garde un très très bon souvenir aussi. Et là, je prends du maté entre-temps, dont je ne peux pas vous combien, mais je vous les recommande. C'est l'herba maté Rosamonte qui est pour moi la meilleure. Salut. Et je l'ai passé donc sous la direction de Jean Franco à l'université de Montpellier 3. Et Jean Franco, je l'avais connu quelques années plus tôt. On avait fait avec d'autres collègues un livre sur la civilisation de l'Amérique latine, un ouvrage ensemble avec François Delprat, Le Moguedoc, Rubén Barreiro Saguier, etc. Donc, dont je les connaissais assez bien. Et puis, il travaillait sur le Mexique. Il s'intéressait beaucoup aux romans policiers. Et donc, et là, j'ai passé 2 jours parce que bon, c'était allé à Montpellier. Je suis arrivé la veille pour me préparer. Et là, c'était, oui, une très longue soutenance qui est divisée en 2 parties. Et ça a duré plusieurs heures. Donc, ça a commencé en tout début d'après-midi et c'est terminé les soirs. Il y avait du monde parce que Jean Franco avait invité ses doctorants, il y avait beaucoup d'étudiants de Master également. Et puis j'avais invité des amis aussi qui se sont déplacés. Et c'était aussi l'occasion de pouvoir revenir sur mes théories, sur mes pensées sur le roman policier, de revoir toute la trajectoire académique où j'ai trouvé une cohérence finalement, parce que quand on nous demande parfois de faire l'HDR, c'est vrai que quand on commence une thèse, on a une idée de recherche au départ et cette idée, elle peut évoluer. Et je me suis rendu compte au moment de la rédaction de la synthèse que non, effectivement, il y avait une cohérence. Il y avait une sorte de cheminement qui m'a mené d'une manière toute logique depuis ma mémoire de maîtrise et mon mémoire de maîtrise jusqu'à la thèse. Et donc il y avait des collègues comme Maryse Renaud dans les jurys, Javier Garcia Mendes, qui est décédé. Il y avait, je ne me souviens pas de tous les noms, ils étaient 4 et 5 en tout. Dans quelle mesure l'enseignant et le chercheur que tu es aujourd'hui pense
continué à être influencé par ce travail de thèse? Alors là, comme on est passé par l'HDR, que tu as déroulé le fil logique qui t'a mené de ce sujet d'HDR, enfin jusqu'à ce sujet d'HDR en commençant par ton sujet de mémoire de maîtrise. Enfin, en tant que chercheur et en tant qu'enseignant, en quoi cette thèse, elle a encore une place chez toi? Je dirais elle a pris beaucoup de place parce que l'inédit est devenu un livre après. Et c'est un livre qui s'appelle Diagonales del Género, qui a une édition donc, qui a été publiée en France. Et ensuite, il y a une édition augmentée, revue, corrigée, qui a été publiée par les collègues de San Luis Potosí au Mexique il y a quelques années. Et donc, c'est un travail donc, qui m'a marqué, qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et puis, j'étais vraiment très sollicité suite à la publication de cet ouvrage et à mes articles sur les romans policiers. Et je suis très sollicité en Argentine, au Mexique, en Espagne. On me demande pour faire des préfaces, pour participer à des colloques, à des ouvrages, même pour des jeunes chercheurs, parce que c'est vrai que c'était un sujet, lorsque j'ai commencé à travailler sur le roman policier, il n'y avait pas de chercheurs dans le monde de l'hispanisme qui s'est consacré à cette discipline, entre guillemets. Et donc, j'ai fait les premiers colloques avec Raoul Kaplan et Eric Fischbach à l'université d'Angers. Tu es venu à ces colloques, justement. Et c'était la première fois qu'on faisait un travail sur le roman policier. Et lorsque j'ai lancé cette idée, mes collègues d'Angers m'ont dit c'est une excellente idée, mais il va y avoir peu de monde, parce que c'est un sujet qui a travaillé. Et à notre surprise, on a été vraiment inondé de sollicitations. Non, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était dans l'ambiance finalement. Donc, on a été des pionniers. Cela a ouvert une voie. Et puis, on les voit aujourd'hui où les écrivains de romans policiers de l'Amérique hispanique sont étudiés partout dans le monde. Leonardo Padura, il fait partie des sujets de l'agrégation pour les concours 2020-2021. Donc, c'est un auteur qui est travaillé, étudié dans le monde entier. Et là, justement, parce que si on parle des répercussions de ce travail, j'ai été sollicité la semaine dernière par la Bibliothèque nationale de l'Argentine pour enregistrer un entretien donc, avec Leonardo pour être diffusé au mois de novembre dans un colloque virtuel qui est organisé donc à Buenos Aires par la Bibliothèque nationale et c'est un hommage à tous les festivals de littérature policière qui ont été annulés cette année à cause de la pandémie. Donc les festivals de Buenos Aires, les Bang, et les festivals du Chaco qui prépare Mempo Giardinelli, les Córdoba Mata qui prépare Fernando López à Córdoba, le festival de Mar del Plata qui prépare Chiabrando. Donc, ça va être une réunion de tous les festivals avec la participation de tous les organisateurs. Donc, et là, c'est une autre voie aussi qui s'est ouverte, c'est-à-dire ma participation à des jurys, des prix d'un roman policier, donc un petit peu partout, en Espagne, en Colombie, au Mexique, en Argentine. Et tout cela, les points de départ étaient vraiment la recherche universitaire. Alors, j'aimerais bien savoir quel est le statut de ta thèse dans ta tête et dans ton cœur. Et en général, pour commencer à répondre à cette question, le mieux, c'est de savoir où est-ce qu'elle est physiquement dans ton bureau, ou à la cave, ou au fin fond d'un cimetière, parce que tu ne veux plus en entendre parler. Donc, physiquement, où est-elle? Oui, et physiquement, j'ai déménagé il y a quelques temps déjà, mais j'ai encore des cartons qui sont dans la cave. Donc, lorsque tu m'as dit si je pouvais te montrer la couverture, je te dis il va falloir que je la cherche. Et je l'ai fait. J'ai commencé la recherche. J'ai trouvé d'autres trésors anciens, beaucoup de souvenirs, mais je n'ai pas trouvé la thèse.
Donc, elle est certainement aussi à la bibliothèque des Rennes 2 parce que j'avais gardé quelques exemplaires, mais j'y ai pensé après. Et puis, elle est dans beaucoup de bibliothèques. Il y a beaucoup de BU qui m'ont écrit pour me demander justement la thèse parce qu'ils avaient des étudiants qui étaient inscrits dans des thèses sur le roman policier, beaucoup de doctorants, et dont j'étais sollicité par plusieurs institutions universitaires. Et on me l'a demandé aussi dans plusieurs pays de l'Amérique latine, donc parfois je faisais les voyages allés avec un exemplaire de ma thèse dans mes bagages. Et puis, dans mon cœur, c'est quelque chose de très important parce que c'est un diplôme qui nous ouvre la porte pour l'enseignement supérieur, qui était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et puis, du point de vue intellectuel, c'est aussi extrêmement important parce que bon, ça m'a permis, hein, comme je viens de le dire, de commencer une carrière à l'université française, mais aussi de rencontrer des collègues dans des universités du monde entier. Et puis, ça m'a ouvert la porte pour d'autres recherches sur d'autres sujets sur lesquels je travaille, qui sont liés ou pas hein, au roman policier. Donc, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup écrit sur la mythologie. Récemment, on m'a demandé un article d'une revue italienne sur les théâtres argentins et la mythologie, parce que j'ai écrit dans une autre vie un article justement sur Victor Garcia, un metteur en scène argentin qui vivait à Paris. Donc, les titres étaient justement Victor Garcia et les mythes. Ils m'ont demandé de reprendre un petit peu cet article et de l'élargir à l'ensemble de la production de Garcia. Donc, comme quoi la thèse, elle est toujours présente, elle est toujours là. Ça m'a permis aussi de m'interroger sur d'autres mythologies. Donc, sur les Paraguay, par exemple, je travaillais sur les Paraguay, sur la poésie du Paraguay et l'importance des mythes guarani. J'ai écrit sur Garcia Marquez aussi et l'importance du mythe. Je m'en sers toujours pour mes cours. Donc, j'ai un cours de master depuis plusieurs années, et dans un master qui est pluridisciplinaire sur les mythes fondateurs dans la littérature de l'Amérique latine, de l'Amérique hispanique, parce qu'il y a un cours pour les Portugais, un autre pour le monde anglophone. Donc, la thèse, je dirais, elle est toujours là. Pour certains, la relecture de la thèse, après quelques années, voire de nombreuses années, est douloureuse. Qu'en a-t-il été pour toi? Et je ne suis pas une exception. Donc, on est toujours critique par rapport à ce qu'on a fait, et tant mieux, parce qu'on évolue, parce qu'on mûrit, parce qu'on a d'autres approches, et on a plus de lectures, et il y a d'autres chercheurs qui ont travaillé sur le même sujet. Donc, j'évite ça, mais pas dans la douleur. Je dirais que ça fait partie logique de la carrière d'un chercheur. Et moi, je garde aussi bien les points positifs que les points négatifs. Et les points négatifs me servent à être critique vis-à-vis de moi-même, envers moi-même, et de pouvoir revenir hein, sur ces aspects que j'ai négligés, que j'ai pas abordés comme il fallait, et pouvoir produire d'autres écrits et en quelque sorte de faire une autocritique. Quels sont les conseils que tu donnes à tes doctorants, ou même si ce ne sont pas des doctorants à toi, qu'est-ce que tu as à leur dire? Moi, je leur dis de ne jamais baisser les bras, ça c'est les premiers points. Donc, si on aborde une entreprise qui nous semble insurmontable, il faut y faire face. Je parlais de la métaphore de la colline qu'il faut grimper, et c'est toujours valide, c'est toujours valable pour tout le monde. Je conseille la même chose à mes étudiants de Master 2. Et donc, je conseille également de faire un plan euh, très minutieux, ponctuel, euh, je dirais page par page presque,
d'être capable d'avoir une distance critique pour les regarder, pour l'améliorer, de préparer une bibliographie qui soit conséquente. Donc, c'est presque… il y a un sujet, bien entendu, qu'il faut évoquer, discuter, développer dans quelques pages au départ, et ensuite voir une bibliographie, voir tout ce qui était fait sur le sujet. Et là, ça sert, je pense à mesurer la difficulté de la tâche. Donc, parce que la bibliographie doit comporter au départ, ce que je demande, c'est une quinzaine de pages pour commencer. Je demande aussi un classement qui soit précis dès le départ. Donc, je montre des exemples des bibliographies, des thèses qui ont été finies, et je demande à mes doctorants de commencer déjà à faire un classement. Donc, une division thématique, sources primaires, secondaires, livres, articles, corpus. Donc, il faut que ce soit clair dès le départ. Et je les encourage aussi à bien manier tous les outils informatiques. Et pour cela, c'est une obligation pour accéder à la soutenance d'avoir des crédits. Donc l'université, elle prépare à Rennes 2, elle prépare nos doctorants à l'utilisation de l'informatique. Donc, et c'est tout à fait nécessaire de pouvoir bien manier ces outils parce que ça simplifie la tâche énormément. Donc, ça permet de trouver des raccourcis, d'autres pistes. Et puis, c'est vraiment un énorme avantage d'avoir tout à disposition grâce à l'Internet. Et après, je demande aussi des rendus réguliers. Donc, à chaque fois que j'ai un entretien, donc personnel ou via Internet à cause de la situation. Et maintenant, il y a toujours un rendez-vous qui est fixé et avec un travail à faire, un travail à rendre. Donc, que ce soit de la rédaction, de la recherche bibliographique, la correction du plan, il peut y avoir parfois avant chaque rendez-vous une étape intermédiaire que se fait par Internet. Si c'est par exemple de refaire une partie du plan ou de corriger une partie du texte qui était rendu, les étudiants peuvent le faire auparavant. Et ça sert de matière à discussion pour les prochains rendez-vous. J'ai le conseil aussi de rencontrer et d'échanger avec d'autres doctorants et d'échanger avec d'autres chercheurs. Je les faisais ça avant la constitution des comités de suivi des thèses. Maintenant, ça simplifie un petit peu parce qu'ils ont déjà deux autres interlocuteurs qu'ils peuvent consulter pour voir un petit peu l'évolution de leurs travaux et pour connaître aussi les recherches des collègues à l'université. Je leur demande d'être bien informés sur tout ce qui est colloques et publications, donc d'être vraiment à la page, et c'est là dans le monde entier. Donc, je leur dis souvent que la thèse, elle fait partie de leur vie quotidienne. Donc, et lorsque je leur dis ça soulève parfois des sourires parce que je leur dis, votre femme ou votre époux, elle fait la thèse avec vous aussi. Et c'est vrai que quand on passe par ce type d'expérience, on connaît l'angoisse du doctorant, le besoin qu'il éprouve de pouvoir échanger avec son compagnon ou sa compagne, de l'évolution du travail, des trouvailles et des doutes aussi. Donc, moi, je leur dis toujours qu'une thèse, ça nous enrichit du point de vue humain. Donc, je retiens le conseil d'avoir un compagnon ou une compagne solide. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse? J'imagine que ça, au moins, tu dois l'avoir quelque part. Et est-ce que tu peux nous en faire un commentaire de cette première phrase? Non, je ne l'ai pas trouvé. Donc, mais je me souviens d'avoir énormément réfléchi à cette première thèse, parce qu'en fait, c'est la mise en bouche, à cette première page, cette première phrase de la thèse, parce que c'est une mise en bouche. Et mon idée, ce n'était pas d'être trop affirmatif, mais plutôt de poser ça sur le ton de l'interrogation, de l'hypothèse.
Pour finir, j'imagine qu'on a bien compris que tu étais un gros lecteur compulsif, euh, que tu as beaucoup lu aussi cet été. Est-ce qu'il y a parmi tes lectures estivales un roman que tu nous conseillerais de lire? Et écoute, j'ai relu les cycles d'Alexandrie de Lawrence Darrell, qui m'a semblé quelque chose d'exceptionnel. Je l'avais lu il y a mais fort longtemps. Et puis j'ai lu, je les cherche dans ma bibliothèque, et je l'ai juste en face. Et c'est un roman policier et qui se passe en Russie. Et c'est un auteur français qui s'appelle Morgan Audic, Audic, qui était publié chez Albin Michel. Les titres, c'est, attends, je m'approche de la bibliothèque, Des bonnes raisons de mourir. Et c'est un roman policier qui m'a plu parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai recommencé mes études, j'ai commencé mes études des Russes et on ne peut pas dissocier la langue de la culture. Donc, en ce moment, j'ai lu beaucoup d'auteurs russes et j'ai fait une commande récemment des classiques russes que j'avais lus en espagnol. Donc, j'ai commandé Gogol, Chekhov, Dostoïevski, Pouchkine, etc., etc. De saine lecture. Ben, écoute, je prends bonne note et puis je te rends à tes cours de russe Merci. et je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet entretien. C'était avec un plaisir.